L'échiquier international, soyez les bienvenus. Maintenir la paix et la sécurité internationale, protéger les droits de l'homme, fournir de l'aide humanitaire lors des urgences et enfin la promotion du développement durable. Des vœux pieux au vu des dernières saccades que le monde traverse, notamment avec le génocide à Gaza. Eh bien non, il s'agit là d'égrener les missions échues en principe au Conseil de sécurité de l'ONU. Et si ces missions citées déclenchent des sourires, car cela se prête à des utopies ou de la naïveté, c'est bien la preuve que l'ONU ne répond plus aux besoins d'un monde de plus en plus complexe. Face aux conflits de guerre, le droit international ou encore la dette des pays pauvres, l'institution aurait besoin urgemment de réformes. Des réformes que les massacres et la destruction à Gaza ont frappé de hâte, de l'aveu même d'ailleurs des diplomates et des ambassadeurs en poste au sein de l'ONU. Pour ce qui est des réformes, les pays doivent négocier en bloc, surtout à quelques mois du sommet sur l'avenir prévu en septembre. L'Algérie et certains pays africains donc souhaitent prendre les devants et faire bouger les lignes du machin onusien, comme l'appelait un certain général Charles D. Qui mieux que l'Algérie donc, avec son assise en diplomatie à travers l'histoire et dont l'influence s'est accrue ces derniers mois, pour lancer l'initiative de la réforme du Conseil de sécurité. L'ONU, entre réforme ou disparition, l'Algérie veut faire bouger les lignes, thématique de l'émission de ce soir. Justement, aujourd'hui, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu les chefs des délégations participant à la 11e session de la réunion ministérielle du comité des 10 de l'Union africaine chargée de la réforme du Conseil de sécurité. La réforme du Conseil de sécurité, large question qu'on traitera avec Hassan Qassimi. Bonsoir, expert des questions internationales. Bienvenue. Bonsoir. Alors, Hassan Qassimi, l'Algérie a accru son influence à l'ONU après son élection à la vice-présidence de l'Assemblée générale pour une année, mais également membre du Conseil de sécurité pour la période 2024-2025. Mais aussi, l'Algérie représentera le groupe africain à l'Assemblée générale. On le voit, hein, donc l'Algérie veut faire bouger les lignes onusiennes. Écoutez, l'Algérie est en train de faire bouger des lignes, elle est en train de lever des rideaux de fer. Pour la simple raison que la gouvernance mondiale est pratiquement, c'est une dalle en béton, c'est une dalle de béton qui est posée sur pratiquement la gouvernance mondiale. Et l'Algérie est dans ce processus, bien sûr, voulant absolument faire avancer des réformes sur le plan international, sur le plan régional, sur le plan continental. Et l'Algérie, vous le devez savoir, est sur plusieurs fronts, au sein du Conseil de sécurité, au sein de l'Union africaine, au sein de l'Assemblée générale des Nations unies et bien sûr au sein de la Ligue arabe. Donc l'Algérie est sur plusieurs fronts, sur des dossiers très importants, des dossiers vitaux. Bien sûr, l'Algérie a cette force et cette foi et cette volonté de vouloir réaliser des idéaux. Des idéaux, il faudrait un peu expliquer pourquoi l'Algérie est tant attachée à ces principes universels de paix, de sécurité, de stabilité, de coexistence. Parce que notre histoire, c'est une succession de luttes depuis des millénaires pour ces valeurs universelles, pour la paix, la sécurité et la stabilité. Donc, l'Algérie a dans son histoire pratiquement des événements grandioses, des événements héroïques. Et ceux qui ne connaissent pas l'histoire de l'Algérie ne pourront pas comprendre l'attitude de l'Algérie, ne pourront pas comprendre les luttes de l'Algérie sur le plan international. Et c'est ce qui fait, je vais vous donner un exemple, le travail que fait actuellement l'Algérie au sein du Conseil de sécurité comme membre non permanent au niveau de cette instance, fait parler, fait réagir beaucoup d'intellectuels aux États-Unis, beaucoup de professeurs d'université qui pensent que l'Algérie est en train de développer une démarche que les Américains devraient cautionner et soutenir. Donc le débat est ouvert, les problématiques sont très fortes. Maintenant, c'est pour revenir à ce qui se passe chez nous. Alors justement, Hassan Qassimi, vous êtes en train d'énumérer les missions qui devraient occuper nos diplomates d'ici les prochaines semaines, voire les prochains mois. Le représentant de l'Algérie au Conseil de sécurité de l'ONU, Amr Ben Jamaah, a dit que l'Algérie pèserait de tout son poids pour une résolution courte mais décisive
décisive pour stopper par exemple le massacre à Gaza et donner une force exécutoire à la décision de la CIJ. Mais Hassan Qassimi, concrètement, comment peut-elle y parvenir? Vous devez savoir, c'est une équation qui n'est pas insoluble. Elle est difficile, mais elle n'est pas insoluble. Pour la simple raison, vous devez savoir que Netanyahou est arrivé au bout de sa politique, au bout de sa logique. Donc c'est quelqu'un qui n'est plus soutenu par ses alliés, les Américains et les Européens, qui veulent au plus vite se débarrasser de ce personnage encombrant qui est pratiquement actuellement cloué au pilori par toutes les organisations internationales. La Cour de justice internationale qui a pris une décision forte, importante sur le plan de la jurisprudence, demandant à l'entité sioniste, parce qu'il faudrait bien expliquer que Netanyahou n'agit pas de son propre chef, il agit au nom d'un État. Bon, pour nous ne le reconnaissons pas pour la simple raison que nous avons nos principes, nous avons nos références. Il faut absolument que d'abord que l'État palestinien soit reconnu selon les résolutions des Nations Unies. Donc on revient à Netanyahou. Netanyahou, c'est un personnage qui est encombrant, qui commence à être lâché par tout le monde. L'après Netanyahou est en train de se dérouler rapidement. Benny Gantz, qui est une personnalité bien sûr de la même mouvance, de l'extrême droite, qui est dans le conseil de guerre de l'entité sioniste, a démissionné pour préparer, selon bien sûr toute apparence, mais il peut y avoir d'autres surprises, pour préparer la succession bien sûr à Netanyahou. Donc Netanyahou, Benny Gantz, vous devez savoir que c'est la même face d'une pièce de monnaie, c'est deux va-t-en-guerre, deux sionistes pratiquement violents et qui ne changeront pas le cours des événements ou du processus de paix qui peine à aboutir et qui peine à se réaliser. Donc, pour revenir un peu à la mission de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité, c'est une mission qui n'est pas impossible, mais il faut absolument, il y a des préalables. Il y a des préalables. L'Algérie fait pression. Et vous devez savoir, il y a un élément très important sur lequel nous ne faisons pas assez attention, c'est le poids de l'opinion publique internationale, le poids de l'opinion publique américaine, le poids de l'opinion publique européenne qui est en train de peser de tout son poids sur ces gouvernants qui ont les mains tachées de sang et qui continuent à soutenir bien sûr l'histoire retiendra que l'Amérique, l'entité sioniste et certains dirigeants de l'Union européenne ont soutenu, ont financé, ont envoyé des armes et ils ont les mains tachées de sang. Hassan Qassimi, qu'est-ce que vous en pensez quand on dit que l'ONU peut-être propose des solutions qui ne sont plus en phase avec les défis du monde? L'Algérie, ses diplomates, après des mois par exemple de massacre, fait savoir que c'est surtout la réputation de l'ONU qui est en jeu, pour ne pas dire entachée. Le monde voit désormais l'institution avec un scepticisme croissant quant à sa mission, et c'est un euphémisme. Vous savez qu'il faut être très clair. Pour l'ONU, il y a deux organes. L'un qui dispose d'un pouvoir de décision, c'est le Conseil de sécurité, et le deuxième organe, c'est l'Assemblée générale. C'est un organe délibérant, mais malheureusement qui ne dispose pas d'un pouvoir de décision. Voilà les antagonismes et les anachronismes de cette institution qui est en réalité une institution qui a été construite par les Américains et qui répond aux intérêts des Américains, qui ne répond pas aux nations de l'Assemblée générale des Nations unies. Vous avez vu que plusieurs décisions qui ont été prises par cette Assemblée générale aux 2 tiers de ses membres, à une majorité absolue, et que les Américains continuent à faire cavalier seul avec leur veto colonial et empêcher les 2 tiers de l'Assemblée générale du monde, de l'Assemblée générale des Nations unies, empêcher ces pays-là à mettre en œuvre une résolution. Donc vous voyez, d'abord, il y a des problématiques. Si on doit réformer l'ONU, il faut absolument réformer la gouvernance mondiale, qui est une gouvernance coloniale, gouvernance bien sûr des nantis, des puissants, et qui ne laisse pas de grande marge de manœuvre à des pays au reste du monde, c'est-à-dire les pays qui se situent dans l'hémisphère sud. Et là, il y a pratiquement des problématiques qui se posent. Moi, je me dis que réformer un corps qui est mort ne suffit pas. Maintenant, la question qui se pose,
peut réformer le Conseil. L'Algérie y croit, et je pense que l'Algérie a raison, et qu'elle a cette ferme volonté de vouloir aller jusqu'au bout. Maintenant, l'Algérie n'est pas seule. L'Algérie, il y a beaucoup de pays qui soutiennent l'Algérie, dans le monde arabe, dans le monde musulman, aussi dans le monde occidental. Il y a des pays qui soutiennent la démarche qui est cohérente, qui est rigoureuse de l'Algérie, et l'Algérie n'est pas impliquée dans des confrontations, dans les confrontations géostratégiques. L'Algérie est au-dessus de ces manœuvres qui se développent malheureusement sur des territoires, et vous avez vu ce qui se passe un peu partout dans le monde, des conflits, des guerres latentes, des interventions coloniales étrangères sournoises, qui font que le monde est dans un état de délabrement assez avancé, et vouloir le reconstruire, le reformer, c'est une mission très très importante. L'Algérie y croit, et elle milite fortement en faveur de ses objectifs et de ses idéaux. Alors des crises béantes qui sont reconnues par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, surtout avec les bombardements de l'entité sioniste, lesquels ont accentué des fractures entre pays occidentaux et non occidentaux. La rencontre de septembre à New York prochain, une grande rencontre qui s'intitulera la coopération globale. On parlera sur, par exemple, l'avenir des futures générations à l'endroit des crises qui se dessinent. Mais comment l'ONU peut organiser un tel sommet alors que celui des enfants palestiniens disparaissent tous les jours sous les bombes? Vous devez savoir que actuellement, les organisations internationales sont, à la limite, on peut dire qu'elles sont bien boulonnées. Il y a beaucoup de goulots d'étranglement qui empêchent que ces organisations ne fonctionnent de manière démocratique. Et malheureusement, quand ça ne fonctionne pas de manière démocratique, vous avez ce genre d'ambivalence, ce genre de situation où d'un côté vous avez des milliers d'enfants palestiniens qui sont tués, d'un côté on continue à se réunir avec nonchalance et avec pratiquement des dépenses qui sont à la limite désobligeantes, des dépenses qui nous heurtent dans nos sentiments pour la simple raison que vous avez à côté des populations palestiniennes qui n'ont pas de quoi manger. Donc il y a des objectifs parfois qui sont en démarcation par rapport aux problématiques de l'heure, aux problématiques les plus urgentes qui se posent. Maintenant, pour l'avenir de cette organisation internationale, vous devez savoir que nous sommes dans des gestations d'un monde nouveau, que nous pourrons comparer à un enfantement par césarienne. Ça sera un enfantement par césarienne avec douloureux pour le monde, pour la simple raison que les pays nantiques, les pays coloniaux, les empires coloniaux continuent toujours d'affirmer contre tous de vouloir garder le mode de fonctionnement, le mode d'organisation actuel de la gouvernance mondiale, et cela ne peut plus continuer pour la simple raison. Alors vous faites bien d'en parler. Vous faites bien d'en parler de ce néocolonialisme, parce qu'à côté du problème palestinien, il y a le problème de la dette des pays pauvres. Une donnée pour visualiser la gravité, 70%, soit un tiers des pays membres de l'ONU font face à des niveaux d'endettement insupportables à cause de la guerre, par exemple russo-ukrainienne, la pandémie du Covid, bien sûr, les défis climatiques, on peut citer plusieurs exemples. Mais en tout cas, tous ces facteurs ont poussé ces pays dans le gouffre de l'insolvabilité financière, et beaucoup des pays pauvres donc souhaitent la réforme également du système économique mondial, c'est-à-dire le système de Bretton Woods, c'est-à-dire la politique de la Banque mondiale et du FMI, ces institutions qui, comment on va l'expliquer, qui ont une politique décisionnaire de la dette. C'est elles qui décident à quelles conditions on doit prêter ou non à des pays qui ont cruellement besoin. Vous savez, les institutions monétaires internationales, c'est des institutions sanctueuses, c'est des institutions qui ont rarement participé à aider des pays pour sortir de crises financières ou économiques. Donc, les organisations financières mondiales actuellement, ce sont des organisations, quand elles prêtent de l'argent pour le développement,
C'est beaucoup plus pour enfoncer encore plus ces pays-là dans un processus d'endettement qui ne s'arrête pas. Et là, l'endettement est une problématique, très grosse problématique sur le continent africain. Pour la simple raison, quand on parle d'endettement, il faudrait parler absolument de gouvernance. Donc, le point faible sur le plan continental de nos institutions et bien sûr de notre gouvernance, c'est la gouvernance. La gouvernance, donc, c'est l'un des objectifs les plus importants du programme de développement de l'Union africaine à l'horizon 2062 ou du programme de développement durable des Nations Unies. Donc, il faudrait absolument réaliser les objectifs de développement durable pour aller vers une rigueur, une orthodoxie de gestion financière et économique des pays sur le plan continent africain. Et il y a un point noir très important que nous devons soulever, c'est celui de la corruption, parce que la corruption est une menace existentielle pour l'État. Donc, si on ne lutte pas contre tous ces phénomènes de corruption, nous n'avons aucune chance de réaliser nos objectifs stratégiques, nos objectifs tactiques et de répondre aussi aux besoins des populations. Et là, je vais vous donner un chiffre qui est mirobolant et qui un peu nous heurte dans notre sensibilité, nous heurte dans nos sentiments. C'est ce chiffre, je pourrais dire même monstrueux, de 80 milliards de dollars de flux monétaires illicites qui sortent du continent africain chaque année. Donc, il y a pratiquement 80 milliards de dollars qui sortent de manière illicite du continent africain pour aller être, je ne dirais pas déposés, mais stockés dans les comptes bancaires suisses ou banques occidentales, et qui feront enrichir les riches encore plus et appauvrir encore plus les populations africaines. Donc les problématiques de corruption, les problématiques de gouvernance sont des problématiques très importantes. Et pour réaliser ces objectifs, il faut absolument revenir aux problématiques de sécurité et de stabilité. Donc si vous voulez qu'on aborde cet aspect-là, je suis disposé à en parler. On va l'aborder, mais on le sait, hein, c'est un secret pour personne que les grandes puissances qui siègent au Conseil de sécurité refusent toute réforme, par exemple les États-Unis. On le sait, hein, lorsque un gouvernement est dépendant des banquiers pour l'argent, ce sont ces derniers, non les dirigeants du gouvernement, qui contrôlent la situation, puisque la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Dixit Napoléon de Bonaparte. On pourrait calquer la chose sur l'institution onusienne. Le budget officiel, par exemple, de l'année 2024 s'élève à 3,6 milliards de dollars. La première contribution est celle des États-Unis qui s'élève à quelques 800 millions de dollars. On le sait, hein, donc les États-Unis sont la première aide, le premier financier, le premier contributeur de l'ONU. C'est normal que l'ONU ne plaide pas pour des décisions à l'encontre de la politique internationale américaine. Ceci est d'une simplicité biblique, Hassan Qassimi. Vous devez savoir que c'est un principe classique et aussi vieux que le monde, que celui qui paye commande. Donc les Américains financent pratiquement à 80-90% des institutions internationales. Et les Américains ont un principe qui existe depuis de longue date, c'est ce refus de vouloir accepter le caractère supranational des organisations internationales. Donc les Américains ont toujours refusé que l'ONU puisse donner des ordres aux Américains. Donc c'est ce qui explique un peu leur contestation, leur refus d'accepter les décisions de la Cour de justice internationale, leur refus d'accepter les décisions du tribunal pénal international. Donc il y a un déphasage entre les valeurs américaines qui sont censées être fondées sur le droit international. Ils sont les premiers à contester le droit international et de vouloir le remettre en cause et d'imposer leur logique, d'imposer leurs intérêts géostratégiques. Et cela, bien sûr, menace les équilibres de paix et de sécurité sur le plan mondial. Donc, les Américains financent, mais posent des préalables pour que leurs intérêts sur le plan international ne soient pas menacés. Sur un sujet que vous connaissez bien, Hassan Qassimi, par exemple sur les missions de maintien de la paix en Afrique, on sait que le budget des missions onusiennes donc, est élevé à peu près à 7 milliards de dollars. 30% du budget vient des États-Unis. Les États-Unis sont encore le principal contributeur financier de l'ONU en termes de missions de maintien de la paix. Donc ça se vérifie tout le temps et partout.
savez, les Américains financent beaucoup des missions de paix, mais ils sont les premiers à allumer le feu un peu partout dans le monde. Donc on se dit que l'argent revient d'une manière détournée, revient à son donateur. Donc en donnant tant d'argent aux 3,5 milliards de dollars et par la suite ouvrir des champs de guerre pour pousser les États à acheter des armes. Donc c'est des armes qui sont ramenées des États-Unis. Donc vous avez un peu ce cercle vicieux que l'Amérique fonctionne sur les missions de paix, mais sur le terrain, celui qui allume le feu dans les conflits, dans la guerre, ce sont les Américains. Donc c'est un cercle vicieux. Donc les Américains sont maintenant dévoilés, pris la main dans le piège. Donc personne ne peut vous dire le contraire. Les Américains doivent d'abord réformer leur idéologie, une idéologie qui a été malheureusement lors de la création d'abord de l'Amérique, elle a été créée sur des principes qui sont nobles, d'indépendance, de justice, la liberté, lutte contre le colonialisme, parce que l'Amérique a été, souvenez-vous, un continent qui a été d'abord colonisé par les Anglais. Il y a eu des fameuses guerres de libération américaines pour sortir de la domination anglaise. Donc, mais par la suite, les évolutions ont fait que toute cette idéologie américaine traditionnelle a été remise en cause par les lobbies sionistes qui ont pris le pouvoir. Et les lobbies sionistes, vous savez, que c'est des va-t-en-guerre, que le sionisme est une menace à la paix, à la sécurité, que le sionisme est une idéologie conquérante, que le sionisme est une idéologie génocidaire. Donc le monde est ce qu'il est, et la nouvelle menace qu'on pourrait peut-être un peu afficher avec beaucoup de force, c'est le sionisme en tant qu'idéologie, qui est au niveau que l'idéologie fasciste et nazie, à la différence près que l'accouplement du sionisme et du fascisme s'est fait avec comment on peut appeler ça, avec cette volonté d'expurger l'antisémitisme de la nouvelle idéologie sioniste qui s'est associée avec le nazisme. Donc nous sommes dans une nouvelle configuration de domination du monde où nous avons cette idéologie. Et là, l'Assemblée générale, ce que je pourrais dire, que l'Assemblée générale pourrait peut-être, avec perte et fracas, et pourquoi pas, prendre une autre résolution, en plus de la résolution qui a été prise en 1975, souvenez-vous, considérant l'Assemblée générale des Nations unies a considéré avec une résolution très forte que le sionisme était une idéologie raciste. C'est une idéologie pour la simple raison qu'à l'époque, le plus gros soutien, l'entité sioniste était le plus gros soutien du régime de l'apartheid de l'Afrique du Sud. Donc ce qui explique un peu pourquoi actuellement l'Afrique du Sud combat ces idées coloniales, combat cette nouvelle forme de domination du monde qui est organisée, planifiée, financée par l'entité sioniste. Et là, on pourrait vous dire que l'entité sioniste n'a pas réalisé tous ses objectifs et que ces stratèges qui passent pour être les plus grands géostratèges du monde se sont véritablement plantés, ils se sont trompés. Et nous assistons actuellement à un effondrement de l'idéologie sioniste sur le plan mondial. Merci Hassan Qassimi pour cette dernière tirade en guise de conclusion. Merci pour vos enrichissantes informations. On arrive à la fin de notre échange. Merci d'avoir été des nôtres, toujours un plaisir. Je vous dis à bientôt. L'Échiquier International vous donne rendez-vous donc demain. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée.